maintenant, votre émission littéraire Rivage, Rive est à la page, présentée par Sandrine Bertani, romancière ripagérienne. Bonjour, il nous vient de la Loire, de Saint-Étienne. Son dernier roman se passe dans le milieu de Lyon, avec un cadavre retrouvé au parc de Miribel-Jonage, même plus d'un cadavre puisque c'est un monceau de cadavres qui sont concernés. Il est donc du coin et son intrigue va nous faire circuler aux alentours de Brigné, Mornan, Givors, etc. C'est Florent Marotta. Florent Marotta, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes souvent décrit comme un ancien parachutiste qui a fait un parcours dans la police judiciaire et désormais qui se consacre à l'écriture. Est-ce que vous pensez que cette façon de vous caractériser vous convient ? Alors bonjour et merci de m'avoir invité. Alors belle présentation, effectivement. On va commencer par les monceaux de cadavres. Donc, bon, c'est un choix. C'est un choix, un choix orienté qui en dit déjà long. Ah, c'est très bien. Non, c'est tout à fait le début du livre. Oui, cette description me convient bien parce que de toute façon c'est ma carrière. Donc j'aurais fait 16 ans dans l'armée en tout. Donc effectivement 8 ans en parachutiste à Carcassonne. Et puis 8 ans en gendarmerie, donc, où j'ai fini officier de police judiciaire, effectivement, à faire des enquêtes de police judiciaire. Voilà. Alors moi, j'ai découvert moins de cadavres que mes personnages dans les romans, mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée, donc 8 ans, et 8 ans d'écriture derrière, ou bien ça a chevauché ? Là, ça fait une dizaine d'années que vous écrivez. Alors non, moi, plus que j'écris de manière régulière, on va dire 10. Maintenant que j'écris, ma première histoire remonte à... j'ai dû commencer à l'écrire en 97, il me semble, donc ça remonte maintenant. Mais en fait, je l'ai abandonné, je l'ai reprise, ça a duré des années, jusqu'à ce que j'y mette un terme. Un accouchement difficile, voilà, ou ça s'est soldé par rien du tout ? Un cauchemar. Si, ça s'est soldé par un gros pavé qui fait 500 pages, mais que personne n'a jamais lu. Et que, pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois que je le relis, moi, je me dis qu'en fait, il n'est pas lisible. En fait, voilà, c'est une œuvre de jeunesse, on va dire, que je me suis lancé en écriture, j'ai voulu faire ça. Voilà. Bon, ça a donné ce que ça a donné, je le garde parce que j'ai une tendresse particulière pour ce roman, parce que c'est mon premier, mais il ne sera jamais édité, évidemment. Et puis derrière, je me suis mis à en écrire d'autres, pareil, par intermittence, en alternant des grosses périodes où j'écrivais, puis d'autres encore plus longues où je faisais presque rien. Et puis un jour, après la parution de Projeté, je me suis vraiment mis à écrire de manière très régulière, jusqu'à en arriver là, avec Voyage au bout de l'enfer. Oui, ça doit faire maintenant une dizaine d'années où j'écris vraiment, pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Puis maintenant quasiment tous les jours. D'accord. Oui, c'est quasiment une parution par an. Et Projeté, du coup, c'est 2012, c'est ça ? Projeté, ça doit être 2012. Parce qu'après, il y a L'Échiquier en 2014, Le visage de Satan en 2015, puis de la fantaisie. Enfin, on reviendra sur toute la production. Oui, c'est ça, 2012 à peu près, Projeté. Pratiquement 10 ans. Ça correspond à la période où je venais quitter Paris, donc pour la période ça se passe à Paris, c'est ça. Hein. Oui, ça se passe à Le Paris. héros s'appelle Eric, il sort d'une école qui forme à de l'informatique. Epita, je ne sais pas si l'école existe vraiment. Oui, elle existe vraiment. toujours, ça s'appelle Epitech maintenant. C'est une école pour l'informatique et les technologies avancées, ça s'appelait à l'époque. C'est une grosse école d'ingénieurs à Paris. D'accord, il est cataphile, il descend dans les catacombes, il mène l'enquête, ça fait un peu aventure. Et il espionne une secte pour un projet... Bilderberg ? Oui, le projet Bilderberg, oui, effectivement. En fait, c'est pas vraiment une secte, mais disons qu'on appelle plus ça une société secrète. Hein. C'est les puissants de ce monde qui se réunissent et on dit qu'en sous-main, en fait, ils dirigent le monde derrière tout ça. Donc ça existe vraiment. Là, c'est pas une pure invention complotiste, hein, ça existe vraiment. Eux-mêmes, tous ceux qui y ont participé l'ont avoué. Bon, ils minimisent ce qui s'y dit à l'intérieur. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qui se dit dedans. Mais moi, il m'a suffi que de ça pour essayer pour partir derrière. Pour partir sur de la fiction et avoir le goût d'essayer de démanteler quelque chose tout en explorant les bas-fonds, les catacombes. Vous connaissez les catacombes ? Non, alors moi je ne connais pas vraiment. J'ai habité à Paris donc 5 ans. J'ai des amis qui y sont descendus. Moi, je n'y suis jamais allé, hein, vraiment. Mais c'est un regret un peu, oui. C'est vrai que j'aurais bien aller y faire un tour. Non, c'est un acte manqué, je ne l'ai pas fait à l'époque. Tout n'est pas joué, mais il est encore possible de visiter normalement, celle de Paris. C'est ça le problème. On peut descendre dans la partie catacombe qui est ouverte au public et qui est visitable. La partie qui n'est pas ouverte au public, normalement, elle est interdite. Normalement. Normalement.
Sur Lyon, il y a les arêtes de poissons. Oui. Je connais bien. Ouais, on connaît certains qui connaissent. Ouais. Donc il y a moyen de visiter et de parcourir les catacombes. Donc tout a commencé avec ce projet et déjà cet attrait pour les sociétés secrètes, les complots. Ça se retrouve dans la production, qui serait, si je le résume, dirigée en 2 catégories. Il y a toute la branche qui fait un peu thriller polar et toute la branche un petit peu plus fantasy. Mais même dans le thriller polar, finalement, il y a souvent cette idée qu'on a des croyances ésotériques, on a cette envie d'essayer d'en savoir plus et d'agir et d'avoir la puissance pour soi. Et on retrouve ça dans Satan, notamment ce désir d'aboutir aux grandes œuvres. L'œuvre revient souvent dans vos romans. Ouais, alors oui, non, mais c'est tout simplement parce que c'est pourvoyeur de bonnes histoires. Moi, je trouve, enfin, disons que le populaire, comme ça, ou toutes les croyances populaires, en fait, il y a moyen de faire de... Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen, en creusant, de faire de bonnes histoires. Ça parle en plus à tout le monde, souvent. Et ce que moi, j'essaie de faire, parce qu'on parlait tout à l'heure du complot projeté, par exemple, c'est que j'adore qu'en fait... alors moi, je suis pas du tout... Enfin, j'estime que je suis pas du tout complotiste, mais j'adore les théories du complot parce que c'est tellement farfelu qu'il y a toujours moyen de faire des trucs complètement délirants dedans. Mais j'aime bien quand c'est ancré dans la réalité. Par exemple, Bilderberg existe, dans le visage de Satan, l'église satanique, elle existe. Anton Szandor-Laved, dont je parle dedans, existe réellement. Ils ont vraiment créé toute une Bible satanique, enfin vraiment tout un truc autour. Et pareil dans l'échiquier d'Howard Gray, avec ces personnages qui manipulent l'actualité pour plus ou moins faire voter dans le sens qu'on veut. Bon, on s'éloigne pas trop de la réalité non plus, même si moi je l'exagère bien volontiers et que j'invente les choses qui ne sont pas vraies et je brode autour de ça, mais je pars toujours sur un noyau de vérité. Et puis derrière, j'espère que ça va faire réfléchir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se dire, oui, par exemple, dans Projeté, je parle du projet des ondes à haute fréquence. Tout ça existe. La fameuse base existe aussi. Tout ce que moi je fais faire un personnage derrière, évidemment, c'est totalement inventé, mais ça permet aux gens de poursuivre la lecture derrière et d'aller se renseigner, notamment par exemple dans le Voyage au bout de l'enfer, là, le dernier. Il y a vraiment beaucoup de matière et on peut aller vérifier que tout ce que je raconte dans le livre, hormis le délire de l'antagoniste, on va dire, et bien, hormis ça, tout le reste est vérifiable et tout le reste est vrai, quoi. Donc ça permet aux gens de se rendre compte qu'en fait il y a une réalité qu'ils ne connaissent pas forcément, et puis ils peuvent aller se faire leur idée eux-mêmes derrière. Se documenter, lire, apprendre, etc. Suivre l'écriture après. C'est un bon vivier pour avoir des pistes et que chacun s'approprie finalement ses réflexions et se pose la question où est le complot, où sont les limites en fait de ce qui questionne la société. Il y a beaucoup de questionnements et un pouvoir donné peut-être au livre. Parce que même quand vous faites de la fantaisie que je qualifierais comme jeunesse avec le personnage d'Isée, vous appelez chacun de vos tomes des grimoires. Donc on se retrouve avec une connotation un peu sacrée. Le livre, c'est quelque chose de dangereux. Alors là, j'avoue que... De puissant. En tout cas, il fait lire, il fait réfléchir. Mais oui, il fait réfléchir. Et puis de toute façon, le livre, oui, je pense qu'il fait... c'est pas qu'il peut être dangereux, mais en tout cas, il peut influencer, ça c'est sûr. Si on ne multiplie pas les sources et qu'on lit par exemple tout le temps les mêmes choses, on va être forcément influencé par la pensée de l'auteur, on va peut-être même conforter ses propres pensées en lisant que ce qui nous arrange. Hein. D'ailleurs c'est le nom d'un biais, je ne sais plus comment il s'appelle, le titre, biais de validation, il me semble. Enfin, voilà, on va chercher tout le temps les mêmes sources pour conforter ses propres idées. Donc oui, effectivement, ça peut être dangereux si on ne fait pas attention, mais je pense que c'est comme tout. Il faut qu'on soit capable chacun de discerner, de faire preuve de discernement et puis d'aller un peu lire tout ce qui se fait. Et on peut lire avec du recul même la Bible satanique. Oui, mais c'est super intéressant la Bible satanique en fait. C'est vrai, on a l'impression que vous l'avez tenue dans les mains quand on lit le visage de Satan et on se dit ah non mais il sait de quoi il parle. Je l'ai tenu, j'en ai même lu, je crois que j'ai lu une grosse partie en anglais parce qu'à l'époque il manquait un bout. J'ai eu d'autres grimoires qui parlent dedans, par exemple le dragon rouge, toutes ces choses pour invoquer des esprits, tout ça je les ai lus, ils existent vraiment. C'est des bouquins qui pour certains sont vraiment celui-là, Dragon Rouge, par exemple, est vraiment très vieux. Non, de tout temps, il y a eu un attrait pour la sorcellerie comme ça, et c'est très intéressant parce qu'en fait, les gars ont vraiment des idées. Anton Szandor-Laved, par exemple, je pense pas qu'il était fou, il croyait vraiment à son truc, et à la limite, est-ce qu'il est plus fou qu'un autre qui va créer une église ailleurs qui est complètement différente, je sais pas. Alors lui, c'était particulier, parce que cette église satanique, elle est...
ils ne commettent pas de crime ni rien, hein. C'est vraiment une autre façon de penser la religion pour eux. Il y a eu des satanistes qui eux ont fait du mal, mais c'est pas la même chose, là, c'est carrément différent. Oui, là dans le roman, vous avez le personnage d'Abraxas qui est complètement en train de briller et finit par se prendre pour l'un des cavaliers de l'Apocalypse, etc. Mais derrière tout ça, c'est vrai qu'on a l'impression que vous accordez une importance particulière au livre, avec ce titre, palimpseste, avec ces histoires de grimoire, ces histoires de magie. Et vous avez des magiciennes, des fées. Alors, c'est vrai que dans plusieurs romans, elles sont rousses, avec des yeux verts ou verrons. Je ne sais pas si ça correspond au personnage de la sorcière tel que vous l'idéalisez. Alors, pas tant que je l'idéalise moi, mais c'est souvent les descriptions qu'on en a fait dans certaines sorcières connues. Comme, il y a Morgane qui revient plusieurs fois Morgane, aussi et qui fait très connoté Graal ou époque d'Arthur. Morgane, voilà, c'est médiéval. Là, effectivement, oui, c'est la sorcière. Mais ce côté roux, je le voulais pour mon héroïne parce que souvent les sorcières d'époque ou les sorcières qu'on décrit, elles arrivent souvent à être rousses. Alors ça se comprend parce que la couleur est totalement différente de ce qui est dominant. Donc ça pointe aussi du doigt une personne comme on pouvait pointer les sorcières à l'époque. Donc oui, il y avait cette thématique du roux qui était associée au flamme de l'enfer, qui était du coup brûlée sur le bûcher. Et il y a du feu dans vos romans. Oui. Ça revient aussi, il y a quelques incendies. Et ce personnage qui manipule le feu aussi, que vous lui avez choisi comme élément. Effectivement. Bah oui, en fait, ça tourne tout autour de ça, autour des éléments. Le feu, c'était surtout pour son tempérament. Enfin bon, je ne vais pas en révéler trop, mais... D'accord, c'est une métaphore du coup d'un tempérament endiablé. Le feu, d'ailleurs, c'est le personnage, c'est l'héroïne du livre. Mais effectivement, son élément premier est le feu, et je pense que ça lui correspond vraiment, parce qu'elle en fait un peu qu'à sa tête. Hein. Il suffit d'allumer la mèche pour que ça brûle tout autour, en fait. Donc vous avez des femmes qui sont effectivement passionnées, enflammées, etc. Dans certains de vos romans, donc, il y a des personnages récurrents. Et il y a le personnage de Gino qu'on a retrouvé dans l'échiquier, puis ensuite dans le meurtre d'Aubrich, et qui a un tempérament de gros dur, un peu mafieux en fait, avec le désir de se venger, un peu brisé par la vie, musclé, alcoolisé, etc. On va avoir le coach qui est parti à San Francisco pour d'autres romans du coup, où il essaye de permettre à des gens de se reconstruire, de changer de voie. Et donc vous avez plusieurs romans avec ce personnage récurrent également. Et là maintenant une femme Lucie pour Voyage au bout de l'enfer, qui fait penser à Isée, mais version quand même plus hard, hein, si je peux me permettre, et puis certains comprendront l'allusion, mais du coup une femme. Pourquoi avoir choisi de changer ? Exactement, donc une femme, et c'est hormis la fantaisie avec Isée, c'est la seule femme qu'il y a dans mes thrillers. Donc effectivement, parce que je voulais une femme, parce que, alors là c'est tout bête, parce que c'est au-delà de toute autre considération, je voulais une femme parce que j'en ai pas dans mes romans, hormis en second rôle, sont pas cisés évidemment dans tous les thrillers. Donc je voulais une femme pour ça, et voilà, j'ai envie d'écrire du point de vue d'une femme, et qui est une femme effectivement, mais qui est quand même totalement différente de l'idée qu'on peut se faire de la femme classique en fait. Voilà, elle est un peu garçonne, elle se cherche un petit peu même. Elle est dominatrice. Dans sa sexualité, elle est dominatrice, et elle a surtout une énorme aversion envers les hommes. Elle a fait l'armée, et ça aussi c'était un détail sur lequel il m'intéressait de savoir s'il y avait un rapport avec ce que vous aviez connu à l'armée, la place d'une femme à l'armée. Est-ce que c'est vraiment compliqué ? Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, moi, dans le régiment dans lequel j'étais, il n'y avait pas de femmes. Il n'y en avait pas du tout. Un régiment parachutiste, il n'y en avait pas. Maintenant, je sais qu'il y en a. Et j'avoue que je ne veux pas savoir comment ça se passe avec elles. Mais surtout, je m'interroge même comment ça peut se passer, en fait. Parce qu'il y a une telle proximité, il y a une telle façon... Enfin, vraiment, je n'arrive pas à savoir comment elles trouvent leur place. Alors, je ne dis pas qu'elles ne le trouvent pas, mais si je me projette... C'est un vrai questionnement de savoir, en fait, comment il est possible, dans les conditions que vous avez connues, que la mixité soit possible. Oui, alors j'ai du mal à le comprendre. Maintenant, ils ont dû adapter les choses pour que ça se passe bien. Je leur fais pas de... En tout cas, je suis sûr que ça se passe très bien. Mais moi, j'écris souvent, disons, comme Gino, par exemple, il était aussi ancien militaire. Il vous ressemblait davantage, d'une certaine manière. Oui, voilà, exactement. J'aime bien écrire sur un domaine que je connais. Je me dis, à l'armée, je voulais que mon père. Alors, tous mes personnages, j'adore quand ils ont des faiblesses. C'est normal. Ils ont des failles. Il faut qu'ils aient des failles. Et une sorte de traumatisme souvent lié à la perte d'un enfant ou à la perte d'un proche. Une phrase qui m'a marquée, ça a été de dire: est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un sans que cette personne ne soit en danger et disparaisse ? En fait, ils ont peur pour leurs proches. Ouais, ça c'est
Gino, ça. En fait. Oui. Exactement, oui, oui. Mais disons que pour en revenir à Lucie, en fait, voilà, je parle de ce que je connais, donc je la place dans le milieu militaire, et je me dis le milieu militaire, il est très particulier, on donne un ordre, on le discute très rarement, mieux pas. Et en fait, le traumatisme de Lucie a atteint son paroxysme quand en fait, elle donne son avis sur une situation qui est dangereuse à l'armée, et on l'écoute pas et ça se passe mal. Et donc, après, elle va être amenée à quitter l'armée, et encore une fois, on l'a pas écoutée, et encore une fois, elle pense que c'est parce qu'elle est une femme en fait qu'on l'a pas écoutée. Et donc je l'ai placé là-dedans parce que ça s'y prêtait bien. Je me dis qu'à l'armée on écoute les ordres et qu'on ne conteste pas très souvent. Donc ça tombait très bien pour le faire comme ça. Et puis pour ce qui concerne Gino, Gino, la phrase que vous m'avez dit tout à l'heure, incapable d'aimer quelqu'un s'il n'est pas en danger, ça lui correspondait bien. Alors ça c'est surtout le visage de Satan. Et oui, donc le visage de Satan, il va se faire aider par une femme à côté, sans trop dire qui c'est, mais effectivement, il va avoir ce rejet parce qu'il ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Toutes les femmes qu'il a aimées, en fait, elles sont mortes pratiquement. Donc c'est quelqu'un qui est cassé au niveau sentimental et qui a l'impression en tout cas qu'il a besoin d'avoir un danger pour aimer quelqu'un. Mais ces fêlures, c'est vrai qu'on les retrouve de toute façon même chez Lucie, qui a du mal à faire confiance, à apprécier les autres, à s'autoriser d'aimer quelqu'un. Ce sont des fêlures très importantes pour les personnages de manière à ce qu'ils puissent se construire aussi par le biais de l'intrigue. Est-ce que Lucie, ça sera un personnage récurrent ? Il est prévu de la conserver pour la suite de votre production ou pas forcément ? Alors on m'a déjà posé la question, c'est vrai, et l'éditeur d'ailleurs aussi. Mais moi dans ma tête c'était pas le but, j'avais pas l'idée, j'ai souvent fait des séries, je voulais faire un tome unique, un one shot, je n'osais pas le dire en anglais parce que je me suis dit on va me le reprocher, mais un one shot effectivement, mais bon il y a beaucoup de gens qui ont aimé a priori, on m'écrit en me demandant oui tu tiens quelqu'un, est-ce que tu veux continuer derrière ? Donc pourquoi pas, de toute façon comme on dit, pourquoi pas un jour, je pourrais toujours retrouver quelque chose derrière, mais il faut que ça me fasse plaisir, il faut que j'ai vraiment envie de le faire. Et puis il faut que le personnage, son histoire soit pas finie, qu'il y ait quelque chose à raconter derrière. Donc je pense qu'elle n'est pas finie son histoire, mais voilà, en tout cas, le livre qui est en cours d'écriture, il n'y a pas Lucie dedans, ça c'est sûr. Mais un jour, pourquoi pas, effectivement. Oui, parce que le personnage est très fort. Fait penser un peu à celui de Millennium, si je m'autorise cette comparaison. Mais c'est vrai que du coup, on sent qu'elle est matière à permettre encore un imaginaire hyper riche et que tout n'a pas été dit. Donc peut-être un jour, ce sera possible d'avoir la suite de ses aventures. Lucie, elle fait penser à la lumière en même temps, mais alors elle a une part d'ombre qui est phénoménale. Je dis ça en rapport avec son prénom, Lux, qui fait penser à la lumière. On a souvent cette thématique du côté Nigredo, Albedo, le personnage, sa dualité, est-ce qu'il va vers la lumière ? Est-ce que celui qui se dit être justement du côté de la lumière n'est pas celui qui est le pire parce qu'on a pratiquement l'inquisition dans certains de vos romans. C'est compliqué de savoir où est la part de lumière de chacun et cette quête que la plupart du coup de ceux qui appartiennent à des sociétés secrètes ou des sectes, quelles qu'elles soient au final dans les romans, on dirait qu'ils cherchent cette lumière, mais ils la cherchent des fois en passant par l'ombre. Effectivement, alors c'est vrai que c'est très complexe comme sujet, mais l'albédo, le négredo, tout ça, donc c'est l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre rouge, on remet sans arrêt sur l'ouvrage et pour essayer de redevenir un peu plus lumineux à chaque fois. On dit aussi que c'est en éclairant les ombres qu'on trouve la lumière, c'est pas l'inverse. Mais Lucifer au départ c'était la lumière. Exactement, le porteur de lumière, mais en fait c'est très complexe parce que Gino par exemple, en réalité le fou, c'est les autres qui sont fous pour lui. Donc en fait, ça dépend le repère dans lequel on se place, enfin le repère qu'on a par rapport à la situation. Donc Gino, par exemple, moi ce que j'ai voulu faire dans le visage de Satan, c'est que Abraxas, en réalité, c'est l'ombre de Gino, quoi. C'est un miroir. Gino, il a envie il veut se montrer violent avec tous ceux qui bravent la loi, et il se retient, des fois moins. Et Abraxas, lui, il est tout ce que Gino aimerait être en fait. Et donc est-ce que c'est bien de laisser des gens survivre au courant de la justice à la limite, ou est-ce que c'est bien de leur ôter la vie? On se pose tous la question. Heureusement qu'il y a la justice pour être froide en fait et pour faire ça à notre place, parce que sinon on devait rendre la justice sur quelque chose qui nous touche vraiment. Après ça devient des justiciers. Et ça serait un vrai problème si chacun agissait en son âme et conscience, avec du coup ses failles et son vécu.
C'est vrai que certains se retiennent en se disant non, je ne peux pas devenir comme eux, mais on a quand même un peu l'impression de l'antéchrist parfois au détour d'un roman et notamment avec des sacrifices et cette idée, alors oui, on peut pousser la logique jusqu'au bout de dire on lui ôte la vie, c'est lui rendre service, etc. Mais ça ne serait pas la logique justement de l'assassin. Et jusqu'où faut-il aller et où s'arrêter, c'est quand même un sujet préoccupant. C'est pour ça que je pose la question et je me souviens que dans les ombres d'Auckland avec le coach, une des questions qui était posée en entrée du roman, en tout cas en teaser, c'était si vous aviez votre pire ennemi au bout du canon, est-ce que vous le tueriez ou pas, quoi. Et en fait, c'est la question qui est posée à Michael à un moment du livre. Il a la pire ordure, s'il a amené à avoir la pire ordure en face de lui, est-ce qu'il va le laisser partir? Qu'est-ce qu'on ferait nous à sa place en fait? Si moi, il arrivait du mal à quelqu'un que j'aime vraiment, et que je tenais cette personne qui lui a fait du mal, si c'était moi qui avais le pistolet entre les mains, est-ce que je serais capable de le rendre la justice, ou est-ce que je me ferais justice moi-même en fait? Et donc, tout mène à ce moment-là dans le roman, par exemple, et c'est ce que j'essaie de faire à peu près dans tous, parce que j'aime beaucoup ce côté de la dualité entre l'ombre et la lumière, et puis la part de chacun. On est tous, je pense qu'on a tous une part de... Les degrés d'ombre, de manière à ne pas forcément choisir de tuer. Moi, je pense que celui qui occulte sa part d'ombre parce qu'il dit qu'il n'en a pas, il se trompe en fait. Et alors moi je suis loin d'être parfait, on est d'accord, mais son ombre, si on ne l'accepte pas, on s'en sort pas. On peut pas. Je pense qu'on peut pas l'occulter, c'est impossible. Ça, c'est le conseil que vous donneriez en fait. Il faut vivre avec son ombre, il faut accepter son côté obscur. Ça fait un peu Dexter, mais. Mais bon, lui. Si on tue, au moins choisissons de tuer les personnes qui le méritaient. Si on ne la reconnaît pas, son ombre, comment on peut faire pour la combattre, ou même l'accepter, c'est impossible. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas de conseil à donner à beaucoup de monde, mais oui, j'ai été forcément amené à étudier et à lire les trucs ésotériques, l'alchimie, toutes ces choses-là quand j'ai écrit ces bouquins, et j'ai vu je me suis rendu compte que... C'est une quête de lumière alors ou une quête de ténèbres? La quête de lumière, elle passe par l'illumination de ses propres ténèbres en fait. Et donc il y en a qui vont partir du côté obscur, si j'ose dire, et qui vont y succomber, et puis d'autres qui vont arriver à les appréhender, à les cajoler, quoi, et puis à faire en sorte qu'il y ait que la lumière qui ressorte, quoi. Mais la chimie apprend, par exemple, dans ces livres-là, qu'on va devenir lumineux après avoir accepté son ombre, mais qu'un jour, on va retomber. Et il va falloir recommencer. Et c'est un travail de tous les jours, on ne devient jamais lumineux pour tout le temps. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. C'est un vaste projet, mais là, vous nous coachez en fait. Oui, mais alors... C'est un peu le but d'être coach. C'est comme un psy ou... Non, mais Mickaël, c'est très drôle, parce que mon coach, c'est un coach, mais en fait, il fait souvent, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce qu'en réalité, dans les deux romans, il passe son temps à donner des conseils de vie aux gens, et puis il n'en fait pas la moitié lui-même, en fait. Mais il a fui d'une certaine manière, déjà, en allant à San Francisco et en abandonnant son famille. Déjà, il a fui, même si elle va le rattraper, mais il donne des conseils à des gens, moi je pense qu'il n'est pas capable de s'en appliquer la moitié. Donc si les gens... D'ailleurs, c'est un peu une critique sous-jacente que je fais au coach de vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach de vie maintenant, ils coachent des gens, mais si on va fouiller dans leur vie personnelle, peut-être qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas si bien que ça, quoi. C'est un peu comme aller voir un médecin qui fume 3 paquets de clopes. Je pense qu'il faut bien choisir ses coachs de vie aussi. Les conseils ne sont pas mauvais pour autant, mais il est difficile de les suivre du coup. Mais du coup, s'il ne suit pas ses propres conseils, est-ce que c'est parce qu'il ne marche pas? Ou alors est-ce qu'il a un business rentable et qu'il ne veut pas s'en séparer, même s'il s'est aperçu que ça ne marchait pas? Bon, enfin, je pose toutes ces questions dedans. Alors ça, c'est des questions secondaires. Hein. Oui, mais des sujets qui vous intéressent. Le personnage, il est comme ça, en fait. Il est un peu ambigu, comme tous les autres, même si c'est plus léger quand même chez Michael Bellanger. C'est un peu un mec d'autrefois aussi. Il joue sur son côté un peu misogyne. Mais oui, l'idée du coaching, j'ai trouvé ça rigolo de prendre un coach qui en fait a plein de problèmes en réalité. Mais c'est amusant également, et puis comme vous disiez, vous écrivez sur ce que vous connaissez aussi, donc ce sont peut-être des comportements, des interrogations qui correspondent à quelqu'un 40 ans qui se pose des questions sur sa vie, qui essaye d'affronter ses démons personnels. Inconsciemment même peut-être. Inconsciemment, etc. Alors là, du coup, tous ceux qui nous écoutent vont se dire, par rapport à Voyage au bout de l'enfer, jusqu'où est-il allé dans ce qu'il connaît, parce que certaines scènes décrites
montre quand même que vous connaissez bien le milieu parisien. Oui, c'est de la fiction. C'est de la fiction, Non, mais... la police lyonnaise. Non, mais oui, le milieu parisien. Et l'enquête, c'est vrai, je le disais en introduction, tourne quand même autour de chez nous, avec notamment le cinéma de Brigné, un médecin qui habite Mornan, Saint-Bonnet-le-Château. Saint-Bonnet-le-Château, des choses dans la Loire, avec cette idée d'avoir souvent une maison secondaire un petit peu retirée du monde. Ça vit en ville, et puis une maison secondaire, même le coach a une espèce de chalet sur le bord d'un lac. Vous êtes plutôt ville, vous êtes plutôt campagne, vous aimez bien les deux? Ça, c'est mon grand drame, en fait, parce que j'aime bien les deux, mais j'aimerais avoir ce qu'a le coach, par exemple. Alors, c'est pas possible, c'est pas trop possible. Ça rentre pas dans le budget. Ouais, ça rentre pas dans, financièrement, c'est pas possible. Mais oui, c'est les côtés que j'aime bien, puis il y a ce côté... disons qu'il y a la façade qui présente un peu, le côté coach en ville, un peu bling-bling, on va dire, et puis il y a le côté... du gars qui est en dehors de son travail, qui est chez lui, qui a sa retraite en fait à lui, et qui lui permet d'être un peu plus lui-même en dehors des caméras ou du paraître dans la grande ville en fait. Bon, et puis après, quand ça peut s'y prêter, le lieu peut s'y prêter pour d'autres situations, la forêt reculée, ça a tout à l'imaginaire. C'est pratiquement un personnage à part entière dans un roman de ce type-là, thriller avec enquête, etc. Mais c'est très local, on a l'impression de reconnaître plein d'endroits qu'on connaît, ou de pouvoir croiser les personnages au détour du chemin. C'est moins parisien. C'était volontaire que ça se passe à Lyon? Oui, alors oui, c'était volontaire, mais alors moi je voulais que ça se passe dans le coin, effectivement. Et puis l'histoire, pour tout vous dire, l'histoire a commencé quand je suis allé visiter la collégiale à Saint-Bonnet-le-Château. Il y a une crypte avec des scènes de la Bible qui sont peintes, et il y avait toute une voûte qui est peinte avec les signes du zodiaque, ça fait penser à Zodiac, la musique, etc. Et du coup, moi je me suis renseigné sur ce que ça représentait. Et puis j'ai été emmené sur la musique des sphères, tout l'ésotérisme autour du son primordial de l'univers, etc. Et de fil en aiguille, je savais que j'allais faire une intrigue là-dessus. Et comme il y avait la collégiale qui représentait un super lieu, et je me suis dit, il faudra tout prix que je m'en serve parce que c'est à côté. Et donc voilà, du coup je l'ai placé là. Ça aurait été plus compliqué de faire des allers-retours entre Paris et Saint-Bonnet-le-Château. Au moins là on est dans la région, et puis ça s'y prêtait très bien. Et la région est très riche, hein. En plus, mais donc tout est parti finalement d'une visite, d'une source d'inspiration par rapport à notre patrimoine, et l'intrigue s'est greffée là-dessus. Exactement. Donc c'est une Parisienne qui descend sur Lyon et qui va mener l'enquête finalement dans toute la périphérie. Exactement, une enquête un petit peu particulière, puisque sans trop raconter, on peut dire qu'il manque... On a trouvé donc plein de cadavres, c'était dans le parc de Miribel-Jonage, en rapport avec un effondrement de terrain. Et puis vous dites qu'il manque des morceaux de cadavres. Il manque des morceaux de cadavres, des os particulièrement. Et de fil en aiguille, il va falloir qu'elle remonte la piste et puis savoir pourquoi le tueur prélève des os. Donc qu'est-ce qu'il veut faire derrière. Et on va remonter donc la piste d'une organisation un petit peu sectaire qui existe, dont vous apprendrez l'existence dans le livre si vous ne la connaissez pas, et vous saurez qu'elle essaime un peu partout dans tous les domaines de la société, et tout ce qui est raconté dedans est vrai. Et moi je suis toujours surpris à tel point, je suis vraiment surpris qu'on n'en parle pas plus, en fait, alors que tout le monde la connaît. À la fin du roman, je pense que l'un des domaines, quel que soit le domaine qu'il touche, je pense qu'il y en a au moins un qui vous parlera. Et il y a des chances que ça encourage du coup le lecteur à chercher des informations, se documenter sur la question, etc. J'aimerais bien que le lecteur poursuive sa lecture en allant sur Internet et en se faisant son avis lui-même, parce que le sujet est vaste et en même temps il est intéressant. Donc je pense que c'est bien de connaître un peu les choses comme ça qui nous entourent et qui des fois influencent notre quotidien, en fait, sans savoir. Donc même grâce à la fiction, pour vous, c'est un moyen aussi de s'intéresser à notre société, à des vrais questionnements. Non, effectivement. J'essaie toujours de placer un fait divers réel à l'intérieur, où là, il y en a vraiment beaucoup dans le livre, parce que ça ancre la chose. Moi, je trouve que ça la rend encore plus palpable. Celui qui, derrière, va aller sur Internet se rendre compte que ça existe, et peut-être qu'il va se dire, tiens, en fait, c'est pas juste de la fiction, il y a quelque chose à creuser derrière. D'accord. Et du coup, vous quittez un petit peu toute la branche de fiction qui pouvait être de l'anticipation, de la fantaisie, où on ne retrouvait pas notre quotidien. Vous êtes désormais ancré complètement dans ce réel-là. Oui, de toute façon, pour tous les thrillers, c'est le cas, hein, je pense. La fantaisie, pour Isée, qui a 2 tomes, la saga d'Isée, avec Isée Palimpseste et le projet Ultima,
J'ai écrit le 3e, et D'accord. ça en attente. Là, normalement, il est censé y en avoir 5. Donc elle va revenir, c'est sûr. Elle va revenir et elle est à Lugdunum. Donc on a l'impression que c'est Exactement. notre ancienne ville de Lyon, mais c'est Noa Lugdunum, C'est une nouvelle cité. Donc là pour le coup, ça fait penser à de l'anticipation presque. Oui, alors là, oui, carrément, oui, c'est de l'anticipation. Enfin, oui, c'est plus de la fantaisie, parce que même si on anticipe beaucoup, ça m'étonnerait que ça arrive comme ça un jour. Ah, ça on ne sait On pas. sait jamais. On ne sait jamais. Et le reste, du coup, c'est vraiment une interrogation sur notre présent, sachant que nous devons donc en conclure sur cette thématique-là. Florent Marotta, excusez-moi, je suis troublée. On est vraiment, du coup, sur du questionnement, comme on disait, sur notre société actuelle, sur Lyon, sur ses environs, sur toutes ces préoccupations donc, que nos auditeurs pourront tout à fait retrouver dans le dernier livre, Le voyage au bout de l'enfer. Et s'ils vous suivent aussi, peut-être sur votre page, sur vos réseaux. Effectivement, oui, j'ai la page Facebook un peu comme tout le monde, et c'est les éditions Cosmopolis. Et j'ai un site web personnel, voilà, avec mon nom, prénom et mon nom. Voilà, Florent, du coup. Florentmarotta.com. Effectivement, j'essaie d'être un minimum actif, c'est pas tout le temps évident. D'accord, et bien nous serons ravis en tout cas de vous retrouver prochainement si une nouvelle parution vous permet de présenter le livre suivant, qu'il s'agisse de Lucie ou pas comme personnage. Et je remercie tous les auditeurs qui ont suivi l'émission, en leur donnant rendez-vous très prochainement pour continuer de rencontrer des romanciers locaux ou moins près de chez nous, mais en tout cas qui nous intéressent. Et ben c'est gentil, je vous remercie, et puis bonne fête à tout le monde. Merci.